Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, dernière partie d'une série d'exercices qui portent sur la théorie du producteur, donc en microéconomie, que m'a envoyé un abonné. Donc les exercices sont en description en dessous de la vidéo. Et donc dans la troisième partie, nous allons corriger l'exercice numéro 4 et l'exercice numéro 5. Ce sera la dernière partie. Je vous ai déjà construit un peu le tableau de l'exercice numéro 4. Vous allez voir, c'est l'exercice le plus facile. Il suffit de remplir des cases, comme au loto. Non, mais il suffit, voilà, si vous connaissez vos formules, ça c'est le genre d'exercice extrêmement facile. C'est plutôt la question 2 qui nous intéresse, vous allez voir. Alors je vous laisse lire l'énoncé, ce qu'il y a au-dessus du tableau, tranquillement, mettez sur pause. Et en fait, je veux juste que vous reteniez une chose, c'est la dernière phrase. C'est-à-dire, on vous dit que les coûts fixes sont de 90 000 euros. Le tableau est exprimé en milliers d'euros. Ok ? En milliers d'euros. Et donc dans l'énoncé, en gros, là je résume, on vous explique que lorsque l'entreprise ne produit rien, qu'elle n'a encore rien produit, eh bien, elle a quand même des frais de 90 000 euros. Et on vous dit du coup que les coûts fixes s'élèvent à 90 000. Et donc, comme le tableau est exprimé en milliers, on n'écrit que 90. Mais ce 90 veut dire 90 000. Ok, je répète, le tableau s'exprime en milliers d'euros. Alors, écoutez, si les coûts fixes sont de 90 000 euros, c'est-à-dire de 90 dans notre tableau, eh bien, écoutez, vous pouvez déjà remplir la colonne coût fixe. Pourquoi ? Un coût fixe, il est fixe. Il ne bougera pas. C'est-à-dire que le coût fixe ne dépend pas des quantités que vous produisez. Peu importe les quantités produites, le coût fixe sera toujours, donc pour nous, dans notre tableau de 90. Donc on y va. Il suffit simplement d'écrire 90 pour toutes les lignes. J'essaye d'être le plus droit possible. Voilà, vous comprenez ? Un coût fixe, retenez la définition, c'est un coût qui ne dépend pas de la production. Donc il est toujours le même quel que soit ce que vous produisez. Ah oui, parce que même si vous produisez, je reprends l'exemple des baguettes de la partie 1, même si vous produisez 1500 baguettes par jour, si vous devez payer un loyer de 1000 euros par mois, vous avez beau produire une baguette ou 1000 baguettes, vous paierez de toute façon le même loyer. Vous comprenez ? Voilà, donc c'est important. Bon. Alors, si j'ai le coût fixe, alors je ne fais pas forcément dans l'ordre, mais je vais donner quand même les formules. Je vais toutes les donner, comme ça on sera tranquille. Ouais. Alors, le coût, ce qu'on appelle CM, le coût moyen. Le coût moyen, c'est le coût total divisé par les quantités, tout simplement. C'est-à-dire, en moyenne, combien me coûte une unité. Le coût marginal, on verra en pratique, c'est très facile, hein, mais je note comme ça, c'est la variation du coût total sur la variation des quantités. Donc ça, le petit thème, là, c'est coût marginal. Notez en même temps, hein, je ne peux pas tout écrire, donc ce que je dis à l'oral, c'est important, notez-le si vous êtes perdu. Le CFM, là, on appelle ça le coût fixe moyen. C'est tout simplement le coût fixe divisé par les quantités. Le coût variable, on verra, il n'y a pas de formule en fait sur le coût variable, vous allez voir, c'est une question de logique. Et le coût variable moyen, c'est comme le coût fixe moyen, mais avec le coût variable. Donc c'est le coût variable divisé par les quantités. Voilà. Si vous connaissez ces 4 formules, vous allez remplir le tableau tranquillement. Alors commençons, allez, on va commencer par le coût moyen. Donc je vous ai dit que c'est le coût total divisé par les quantités. 90 divisé par 0, c'est pas possible. Donc le coût moyen n'existe pas pour 0. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Le coût marginal, il n'existera pas non plus. Hein. Okay. Vous ne pouvez pas faire varier le coût total si vous ne produisez rien. Donc le coût fixe moyen, 90 divisé par 0, ça n'existe pas. Alors le coût variable, vous avez dit pourquoi c'est logique. Regardez, le coût, je vais plutôt donner cette formule. Ouais, allez, ce sera plus facile pour vous. Le coût total, vraiment le coût total, la totalité de vos coûts. Ok, la totalité de vos coûts, c'est quoi? C'est vos coûts variables plus les coûts fixes. C'est-à-dire que le coût total, c'est le coût variable. Le coût variable, c'est le coût qui dépend de la production. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Vous voulez produire plus de baguettes. Eh bien, il vous faut plus de farine, il vous faut plus d'eau, il vous faut plus de levure, etc. etc. Okay. Donc, le coût variable, lui, est proportionnel à la production. Plus vous produisez, et plus le coût variable va augmenter. Et le coût fixe, on a dit, il était fixe. Bon. Moi, regardez, dans mon tableau, j'ai le coût total et j'ai le coût fixe. Ça veut donc dire que je peux déduire le coût variable. Je peux dire en fait que le coût variable, c'est le coût total moins le coût fixe. Ça, c'est mathématique, là, cette formule. Du coup, le coût variable, ce sera le coût total moins le coût fixe. Donc là, 90 moins 90, ça fait 0.
Et le coût variable n'existe pas, puisque 0 divisé par 0, ça n'existe pas si je prends ma formule. Ouais, alors on y va, là ça devient intéressant. Ici, regardez, vous appliquez les formules. Hein. Coût total sur Q, 100 divisé par 1, ça fait ça. Le coût marginal, vous faites varier le coût total. C'est-à-dire, regardez ce que vous allez faire. Vous allez soustraire le coût total avec le précédent. Ça fait combien? Ça fait 10. Vous allez soustraire la quantité avec la quantité précédente. Ça fait 1 et vous divisez les deux. Donc vous faites 100 moins 90, 10, divisé par 1 moins 0, ça fait 1. Donc 10 divisé par 1, ça fait 10. Je vais le répéter hein, pour les autres pour que ça rentre bien dans votre cerveau. Le coût fixe moyen, vous appliquez les formules, hein, c'est 90 divisé par 1, donc ça fait 90. Le coût variable, c'est le coût total moins les coûts fixes, 100 moins 90, ça fait 10. Et le coût variable moyen, c'est le coût variable divisé par les quantités, 10 divisé par 1, ça fait 10. Ok, on y va pour 2. Coût moyen. Coût total divisé par 2. Donc, coût total divisé par Q. 110 divisé par 2. Ça fait 55. Coût marginal. 110 moins 100. Ok, donc vous prenez le coût total de la ligne. Vous prenez le coût total de la ligne qui nous intéresse. Vous retirez le coût total précédent. Donc 110 moins 100, ça fait 10. 2 moins 1, ça fait 1. 10 divisé par 1, ça fait 10. Le coût fixe moyen. 90 divisé par 2. Ça fait 45. Le coût variable. Coût total moins les coûts fixes. 110 moins 90, ça fait 20. Coût variable moyen. Coût variable divisé par les quantités. 20 divisé par 2, ça fait 10. 120 divisé par 3, 40. 120 moins 110, 10. 10 divisé par 3 moins 2, donc 1, ça fait toujours 10. 90 divisé par 3, ça fait 30. Coût variable, 120 moins 90, ça fait 30. Coût variable moyen, 30 divisé par 3, ça fait 10. Vous avez compris quand même là? Ouais. Exercez-vous, hein, mais voilà. Donc, permettez-moi, puisque je suis quand même là pour vous donner une correction qui est exacte, permettez-moi de vous écrire tout simplement les résultats pour qu'on soit d'accord. Ouais. Je veux juste que, après, je vais faire une parenthèse. Voilà, je veux juste que vous regardez bien, regardez le coût moyen, comment il évolue. C'est important pour le graphique qui va suivre après ce tableau. Allez, 100, 55, 40, 32, 28. En fait, on baisse. Il baisse, il baisse, il baisse. Jusqu'ici, là. 25. Et après, ce qu'il fait, c'est que, vous avez vu, il réaugmente. Voilà, vous êtes d'accord avec ça? Le coût moyen diminue jusque 7, pour une quantité qui vaut 7. Et après, vous avez vu, il réaugmente. Voilà, je le dis comme ça. Le coût marginal, donc 10, 10, 10. Alors, vous allez avoir plusieurs 10. C'est normal. Jusque 6. Ok. Donc, à partir de 7, vous allez avoir 25. Ce qui est logique, vous allez voir. 40, 55. Mais je donnerai la propriété juste après. Okay. Alors, le coût marginal, qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'ai que 4 couleurs, hein, bon, ça va aller. Donc, il est stable. Ok. Il est stable ici 10. Et ensuite, il ne fait que augmenter. Hein, en fait. Ok. Le coût marginal, donc oui, il est stable jusque 6. Et puis après, il augmente. Ok, le coût fixe moyen. Alors, on est sur du 90, 45, 30, 22, 5, 18, 15, 12, 86, 11, 25, 10 et 9. Le coût fixe moyen, bon, votre prof nous a demandé, Nassim, de le représenter graphiquement dans la question 2, mais le coût fixe moyen, on s'en fout. Moi, dans la question 2, je vais répondre qu'à une partie, parce que je veux juste que tu apprennes une propriété fondamentale de la microéconomie du producteur. Tout le reste, c'est un peu du blabla. C'est pas que c'est du blabla, c'est que de toute façon, graphiquement, c'est facile. Hein, il suffit juste que tu construises un graphique et que tu mettes les points. Et après, tu relis les points et tu auras ton graphique. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout moi, le coût moyen et le coût marginal. Alors, le coût variable. Donc, on a 0, 10, 20, 30. Donc là, on a 40, 50, 60, 85, 125. Faites-le quand même, hein. Voilà, refaites l'exercice par vous-même pour que vous puissiez
comprendre faut surtout que vous retrouviez bien les mêmes valeurs. Donc là, on a 10, 10, 10. On en a encore 3 comme ça. Tac, donc à partir de 7, hein, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Donc ça fait 12, 14, 15, 63. J'arrondis, hein, bien sûr. 20 et 31. Bon, voilà votre tableau. Ok, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que le coût moyen baisse, puis il réaugmente. Ça, c'est une propriété fondamentale. Le coût moyen, en fait, il a la forme d'un U, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire le graphique après. Je vais effacer les formules. On aura la place, ne vous inquiétez pas, pour faire le graphique. Voilà, moi, ça, voilà. Je veux que vous compreniez que le coût fixe, c'est toujours le même, quelle que soit la production. Je veux que surtout que vous retenez bien que le coût total, c'est le coût variable plus le coût fixe. Bien sûr, les autres formules sont aussi importantes, mais sincèrement, le coût fixe moyen, encore le coût variable moyen est important aussi. Que vous voyez qu'il est constant, hein, jusqu'ici, et après, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il augmente. Le coût variable. Ça va hein, Nassim, bon, tu peux pas me répondre à travers la vidéo, mais j'espère que ça va, c'est OK. Hein, je vais expliquer pour les 3 premières lignes. Après, je pense que c'est bon. Bon. Graphiquement, c'est là où on va en venir à une formule qui est fondamentale. Regardez dans le tableau, là, les amis, regardez. Il y a un truc vraiment que je voudrais que vous encadrez en rouge, c'est ça, là, regardez. C'est qu'à un moment donné, le coût moyen est égal au coût marginal. 25, 25 pour une quantité de 7. Alors, graphiquement. Bon, ça va être un petit graphique, hein, mais je vous conseille effectivement de regarder plutôt sur un écran d'ordinateur ou de télé, plutôt que sur un portable. Donc là, on aura les quantités, hein, parce que tout dépend des quantités. Les coûts dépendent des quantités. Donc c'est normal que Q soit en abscisse. Hein, n'oubliez pas que l'abscisse est toujours la variable. Okay, c'est celle qui va déterminer les autres choses. Et là, on va représenter tous les coûts. Alors, je vais le faire approximativement, hein, vous me permettez. Oui, on aura 1, donc on aura 100. Donc le coût moyen, pourquoi je le fais approximativement? Parce que si vous voulez, allez-y, quoi, prenez, si vous avez des carreaux, vous mettez les valeurs de Q, et puis vous placez les valeurs avec une échelle. Moi, je vous donne la forme des courbes. Donc le coût moyen, hop, vous allez avoir quelque chose de comme ça. Okay. Ici, vous avez le minimum. Le minimum, nous avons dit qu'il était ici, parce que ça descend jusqu'à 25, après ça remonte. Donc ça veut dire que le minimum, ici, vaut 25, hop, pour une quantité de 7. Ouais? Bien. Le coût marginal, on a dit qu'il était constant à 10, et puis d'un coup à 7, il va monter à 25. Donc en fait, ici on a 10, il va rester constant. Okay. Et ensuite, hop, il va monter, et il va continuer à monter. Voilà le coût marginal. Ouais. Alors si vous voulez vous amuser, moi je vais juste représenter le coût variable moyen, ça m'intéresse un petit peu aussi. Donc le coût variable moyen, il vaut aussi 10 jusqu'à 6. Donc on va dire que 6, il est là. Okay. Et à partir donc de 6, il monte à 12. Donc hop, le coût variable moyen sera à peu près comme ceci. Bon, ça c'est la deuxième question hein, de l'exercice. Il vous demande qu'est-ce qu'on peut en conclure, qu'est-ce qu'on peut dire. Bah, moi je veux simplement que vous regardiez une chose, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est que au minimum du coût moyen, lorsque le coût moyen est à son minimum, il est coupé aussi par le coût marginal. C'est-à-dire que le minimum du coût moyen, ok, respecte l'équation coût moyen égale coût marginal. Regardez bien. Au minimum du coût moyen, les deux courbes se croisent. Le coût marginal coupe le coût moyen au minimum du coût moyen. C'est une propriété fondamentale de la théorie du producteur. Vous devez la connaître par cœur. Parce que quand vous allez aborder, non pas une introduction à la micro, mais la véritable microéconomie du producteur, vous allez devoir déterminer la maximisation du profit, etc. Vous allez voir que dans un équilibre concurrentiel, là j'ai des choses que peut-être que vous dites qui s'y racontent, mais dans un équilibre concurrentiel, à long terme, cette propriété sera fondamentale. Là, je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Vous allez l'apprendre après. On ne va pas trop vite, c'est une introduction, là, on reste cool. Mais retenez simplement
que les deux équations, les deux fonctions, c'est des fonctions, hein. Là on a un tableau de valeurs, mais en réalité le coût moyen et le coût marginal, vous verrez après, vous allez travailler avec des fonctions, comme f de x. Hein. La fonction du coût moyen et la fonction du coût marginal se coupent, se croisent, au minimum du coût moyen. Voilà. Ici la production vaut 7 et le minimum vaut 25. Voilà, c'est ça en fait, hein. J'ai répondu à la question. Il vous demande de tout représenter, mais bon, moi ça m'intéresse. Excusez-moi d'être un petit peu rebelle. Ah oui, alors, l'exercice 5, ça va être un résumé de tout ce qu'on a dit dans les parties. Non, franchement, l'exercice 5, les gars, et aussi les filles hein, qui regardent cette vidéo, franchement, moi si j'étais vous, je mettrais sur pause et je le ferai par moi-même. Parce que si vous avez regardé les deux premières parties, vous devez, et cet exercice-là aussi d'ailleurs, vous devez savoir faire l'exercice 5 sans aucun problème. Donc mais vraiment, faites-le d'abord par vous-même, et ensuite regardez la correction, elle sera assez rapide d'ailleurs. Bon, vous mettez sur pause. Bon. Bah, vous savez, c'est une introduction, mais en réalité, on a déjà dit énormément de choses. Hein. C'est pour ça que je ne veux pas vous faire peur, hein. Je ne veux pas que vous pensiez que... je ne veux pas que vous vous disiez, oh là, c'est qu'une introduction, c'est-à-dire quoi, il y aura encore plein de choses. Non, franchement, on a vraiment abordé énormément de propriétés. Dans ces trois parties-là, on aura abordé énormément de choses. Mais il n'y a pas que ça. Alors, exercice 5, on vous donne donc une fonction de production. Donc, au lieu de mettre KL, bah, on vous donne X1, X2. Ne soyez pas perturbés par les changements de lettres. Parfois, les enseignants, ils aiment bien titiller leurs étudiants. Et donc, au lieu de mettre KL, ils vont mettre X1, X2, ou alors XY, ou bien ZT. C'est pas grave. Dites-vous toujours que X1, X2, ce sont des facteurs de production. Comme j'avais... Allez voir la partie 1. Hein. Pour ceux qui sont paumés sur qu'est-ce que c'est qu'une fonction de production, j'ai tout détaillé dans la partie 1 déjà. Donc, X1, X2 ici, vous devez les comprendre comme étant des facteurs de production. Comme si X1 c'était K et X2 c'était L. Donc on a X1 au carré multiplié par X2. Alors la première question, on vous dit c'est quel type ça? Comment on appelle ce genre de fonction de production? On appelle ça, et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi. Hein. On appelle ça donc une fonction de production Cobb-Douglas. Cobb-Douglas. Donc orthographiez-le bien, hein, s'il vous plaît. Il y a 2 B, un petit tiret, et vous écrivez Douglas. C'est quoi une fonction Cobb-Douglas? Alors, il faut savoir qu'en microéconomie, mais même d'ailleurs en macroéconomie aussi, les fonctions Cobb-Douglas, ce sont les fonctions qui sont les plus utilisées et les plus utiles à la recherche, on va dire, scientifique. Parce que lorsque vous allez faire de la macroéconomie néoclassique, vous allez un jour, de toute façon, dans vos études, aborder ce qu'on appelle le modèle de Solow. Solow, c'est un économiste, hein, ça ne vient pas de solitude ou solitaire. Hein. Le modèle donc de Solow, je peux le noter, hein, je peux voilà, donner un petit peu d'avance. Lorsque vous allez aborder ce modèle de Solow, qui est un modèle fondamental en macroéconomie libérale, hein, néoclassique, le modèle de Solow s'appuiera sur des fonctions comme Douglas. Okay, donc c'est vraiment, retenez vraiment bien que ce sont des fonctions de production qui sont très utilisées et très utiles en général. Comment on reconnaît une fonction comme Douglas? Tout simplement par le fait que les deux facteurs de production... Alors, oui, je vais dire ça comme ça. Retenez comme ça. Donc, les deux facteurs de production se multiplient. Ok? Donc, on a X1 qui multiplie X2. En fait, on a L qui multiplie K. Dans la partie 1, vous vous souvenez de la fonction? Moi, je l'ai encore en tête. C'était K puissance 1 quart, L puissance 1 quart. Et qu'est-ce que je t'avais dit, Nassim? J'avais fait une petite parenthèse et je t'avais dit que dans l'exercice 5, je t'expliquerai et je te donnerai le nom de cette fonction. Et bien, cette fonction de l'exercice 1, tu peux le noter maintenant, c'est une fonction Cobb-Douglas. Pourquoi? Parce que les deux facteurs de production se multiplient. On a L qui multiplie K, mais attention, c'est formidable. C'est que les facteurs de production sont pondérés par des puissances. Ah, voilà ce que c'est une fonction de production Cobb-Douglas. À partir du moment où dans la fonction de production, vous avez les facteurs qui se multiplient et que vous avez des puissances, alors puissance ou non, hein, une puissance 1, c'est une puissance. Donc, regardez, une fonction qui serait comme ça. Allez, moi je vais prendre L et K, je préfère. Une fonction qui serait comme ça, L fois K, c'est une fonction Cobb-Douglas. C'est juste que les puissances, elles valent 1. Donc on ne les met pas, on ne les écrit pas. Okay, donc ne soyez pas perturbés si vous dites, bah, attendez, il n'y a pas de puissance. Donc c'est pas une fonction Cobb-Douglas. Si, si, c'est juste que comme les puissances sont égales à 1, c'est les puissances. Et ben voilà. Ça, c'est les deux caractéristiques
de ce qu'on appelle une fonction Cobb-Douglas. Allez, je vais en donner. 2L. Alors, il peut y avoir des constantes devant, c'est pas grave. Il peut, oui. Mince. Je vais mettre possibilité aussi. Hein. C'est pas toujours le cas, mais possibilité de constante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des réels, mais attention, toujours en multiplication. Hein. Donc, possibilité de constante multiplicative, hein, j'insiste. Ou divisible. Mais de toute façon, une multiplication, c'est l'inverse d'une division. Donc, c'est pareil. Donc, vous voyez que vous ayez 2 ou 1,5, vous comprenez ce que je veux dire? 2, 1,5, on s'en fout, c'est pareil. Donc, il peut y avoir des constantes. Donc, par exemple, ça, voilà, ça c'est une fonction Cobb-Douglas. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais moins 3 quarts, K, moins 1,5, L, 3 quarts, c'est une fonction Cobb-Douglas. Les facteurs se multiplient, j'ai une constante multiplicative et des puissances. Ok. Ça va? Bien. La question 2. Alors, la question 2, là, vous devez maîtriser la partie 1. On vous demande la nature des rendements d'échelle. Donc là, si vous avez compris la partie 1, on y va. Donc, comment on démontre ça? Je vous avais dit, on multiplie x1 et x2 par un facteur qu'on appelle alpha. Alors, il se peut que votre enseignant l'appelle lambda. Il se peut que certains enseignants l'appellent bêta. D'autres l'appellent gamma. On s'en fout. Tant que c'est la même constante, c'est pareil. Je n'oubliez pas que vous avez dit que la constante rentrait dans les puissances. Propriété des puissances, on distribue la puissance, donc on aura alpha carré x1 carré fois alpha fois x2. On regroupe les alphas. Hop, hop. Vous reconnaissez que ça, c'est ma fonction f de x1, x2. Ok. Alpha carré fois alpha, ça fait alpha cube. Ok. Et donc, nous avons alpha cube multiplié donc par f de x1, x2. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, vous regardez la puissance. Si la puissance est plus grande que 1, on a des rendements d'échelle croissants. Donc ici, 3, c'est plus grand que 1. Donc les rendements d'échelle sont croissants. Ouais. Eh bien, je vais vous apprendre un truc. Allez, on va pousser un peu plus loin, Nassim. Mais tout doucement, t'inquiète pas. Je vais pas, je veux pas t'apprendre des trucs non plus trop, voilà, trop techniques encore, puisque t'es en plein dans une introduction à la microéconomie. Je veux que tu retiennes que les rendements d'échelle croissants, on appelle ça aussi des économies d'échelle. Oh là là, je vais savoir écrire ou pas moi. Donc on appelle ça aussi donc des économies d'échelle. Ouais. Et je veux que tu saches aussi tout de suite, Nassim, pour que tu le saches voilà, par la suite dans tes cours, que lorsque les rendements d'échelle sont croissants, donc lorsqu'une entreprise réalise des économies d'échelle, le coût moyen, il est décroissant. Retiens juste ça, Nassim, pour le moment. Tu verras, ça va t'aider lorsque tu passeras à la théorie du producteur, mais de manière un peu plus poussée. Voilà. Donc, rendement d'échelle croissant, ça s'appelle aussi des économies d'échelle. Ça veut dire que le coût moyen, il est décroissant. Bah, du coup, je vais te donner l'autre. Lorsque les rendements d'échelle sont décroissants. Comme ça, au moins, tu auras tout. Enfin, vous aurez tout, hein, je parle à tout le monde. Hein, et comme c'est Nassim qui m'a demandé. Donc, lorsque les rendements d'échelle sont décroissants, je vous rappelle que la puissance doit être plus petite que 1. Eh bien, on appelle ça des économies d'échelle. Et on dit aussi que le coût moyen, il est croissant. Ça veut dire, Nassim, que si tu reprends le graphique de l'exercice 4, que j'avais représenté tout à l'heure, j'avais représenté le coût moyen, j'avais dit qu'il faisait ça. Et bon, voilà, de toute façon, le coût moyen, voilà. J'allais représenter le coût marginal pour encore une fois te montrer qu'il se coupe alors, au minimum, mais maintenant tu le sais. Et bien regarde, tu peux couper en fait en deux. Hop. Hop. Donc dans l'exercice 4, Nassim, on aurait dit que sur la première phase, ici, le coût moyen, il est comment, Nassim? Il est décroissant. Et bien comme il est décroissant,
cette première phase-là, on aurait dit que c'est une phase où les rendements d'échelle sont croissants. Ou bien tu aurais pu appeler ça la phase d'économie d'échelle. Et la deuxième phase, tu es d'accord avec moi que le coût moyen, il est croissant. Et donc, on aurait dit que sur cette phase-là, les rendements d'échelle sont décroissants. Et je vais répondre tout de suite à la deuxième partie de la question. Nassim, on te dit, est-ce qu'on a intérêt à limiter la production ou la développer le plus possible? Nous, tu es d'accord que dans l'exercice, on a des rendements d'échelle croissants, on a des économies d'échelle. On est donc dans la phase, on est donc dans la première phase. Nous, on est ici, là. Voilà. Et on te demande, est-ce que l'entreprise a intérêt à produire ou plutôt justement à limiter sa production? Alors tu vas le noter. Lorsqu'une entreprise se trouve dans une phase d'économie d'échelle ou de rendement d'échelle croissant, elle a intérêt à développer sa production. Elle a intérêt à continuer à produire encore plus. Voilà, note juste ça, pour le moment, ça sera suffisant. Une phase d'économie d'échelle implique que l'entreprise doit continuer à produire toujours plus. Parce que tu verras bientôt que l'optimum, il se trouve en fait quelque part ici. Alors ça peut te paraître bizarre, c'est dans la phase où le coût moyen est croissant, mais ça encore une fois je peux pas te l'expliquer tout maintenant puisque tu ne l'as pas encore abordé. Voilà, mais retiens que tant que le coût moyen est décroissant, il faut continuer à produire plus. Bon, question 3-4, c'est pareil, on l'a vu dans la partie 1. Donc ça doit être maîtrisé. Là, c'est de l'application. On te demande l'équation de l'isocant pour une production qui vaut 16. Donc, on avait dit dans la partie 1, donc on remplace 16. Ça, donc, on avait dit que ça, c'était bien la production. Donc, on remplace la production par 16. Et dans le souvenir, on avait, dans la première partie, je t'avais dit que pour trouver l'équation d'une isocant, on exprime x2, le capital en fonction du travail. Bon, là, on n'a pas K et L, mais on va supposer que K c'est x2, tu vois, on s'en fout. Donc là, l'objectif, c'est qu'on va exprimer x2 comme une fonction de x1. Voilà. Tu peux exprimer x1 en fonction de x2, parce que là, c'est pas très... Puisque là, comme on n'a pas L et K, c'est pas très clair. Par contre, attention, Nassim, si tu as une fonction de production avec L et K, t'exprimes toujours K comme une fonction de L, s'il te plaît. Mais là, comme on ne sait pas qui est qui, bon voilà, moi je fais x2 en fonction de x1, donc on y va, ça fait 16 divisé par x1 au carré égale x2. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. Voilà l'équation de l'isocant pour une production qui vaut 16. Si tu dois la représenter, Nassim, tu fais un tableau de valeurs. Okay. Tu prends des valeurs de x1. Alors ne prends pas 0, parce que la fonction n'est pas définie en 0. Mais tu prends, je sais pas, 1, 2, je sais pas, tu t'arrêtes à 10 par exemple, et puis tu calcules x2. Ouais. Et encore une fois, je te le dis tout de suite, pourquoi je mets x1 en abscisse, Nassim? Parce que x2 dépend de x1. Tu te souviens dans la partie 1? Ce qui dépend de quelque chose, je le mets en ordonnée. Et en fait, tu verras que tu auras encore une fois une forme comme ça. Voilà. C'est une... Faut que je vérifie. Je pense que c'est masculin, mais je vous assure, à chaque fois, je me trompe pas, c'est pas grave. Et donc ça, bien sûr, cet isocant, c'est vrai pour une production qui vaut 16. Je t'avais dit qu'il y avait une infinité d'isocants en fonction de la valeur de Q. Là, comme Q vaut 16, voilà. Ouais, c'est OK, bon, voilà. Et on te demande de TMST. Bon, on sait que c'est le rapport des productivités marginales. Donc, on va calculer la productivité marginale du travail. Je te rappelle que c'est la dérivée de la fonction par rapport au travail. Mais tu vois, ça me perturbe de mettre x1 ou x2. Donc, la productivité marginale de x1, donc on va dériver la fonction par rapport à x1. Donc, x2 est une constante. Ici, x2 est une constante multiplicative, donc elle reste. Et la dérivée de x1 au carré, ça fait 2x1. La productivité marginale de x2, c'est la dérivée de la fonction de production par rapport à x2. x1 carré est une constante, ça reste. Et la dérivée de x2, ça fait 1. Du coup, le TMST, c'est le rapport des deux. Donc, c'est 2x1, x2 sur x1 carré. Tu peux laisser ça comme ça, mais ça se simplifie. Et je suis sûr que certains qui sont en train de regarder la vidéo se disent, bah oui, ça se voit tout de suite que ça simplifie. En fait, x1, regarde. Ici, tu es d'accord que c'est que des multiplications. Donc, c'est OK. x1, c'est x1 puissance 1. Donc, tu en as 1 là et tu en as 2 en bas. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux enlever celui du haut. Donc, il va te rester 2x2.
et en bas, tu enlèves une puissance. Donc, il va rester que x1. Tu vois? C'est un peu, regarde, je peux te l'expliquer aussi comme ça si tu veux. Avec, comme je t'avais expliqué, si tu fais passer une puissance, si tu, toi, en haut ou en bas, tu changes le signe. Alors regarde, si je coupe en plusieurs, donc si je fais ça. Bon, d'accord que c'est la même chose. Ouais. Et en fait, regarde. Du coup, ça, c'est puissance 1, et tu fais passer la puissance en bas. Donc on aura 1 sur quoi? x1, 2 multiplié par x1 moins 1. La puissance 1 va devenir moins 1 en la faisant passer en bas. Là, tu auras x2. Et du coup, tu auras 2 multiplié par... Et donc, tu auras x1 carré fois x1 moins 1, ça fait 2 moins 1. Hop. Et donc, tu vois, au dénominateur, tu retrouveras bien. Voilà. Ça, c'est la même chose. Okay. Au dénominateur, tu as bien x1 qui est tout seul avec une puissance 1. Voilà. Soit tu le fais directement si tu es apte. Voilà. Sinon, tu découpes comme on l'a fait dans plusieurs exercices de la série que tu m'as envoyé. Bon, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là-dessus. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, je pense que c'est déjà très bien. On a fait pas mal de choses. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Hein. Comment dire? Ne m'envoyez pas trop tardivement. Hein. J'ai déjà des étudiants qui m'ont demandé de l'aide, mais c'était un peu... ils voulaient les réponses pour le lendemain. Bon, je ne peux pas toujours faire des vidéos comme ça. Bon, je parle pas pour toi, Nassim. Toi, tu m'envoies les vidéos suffisamment à l'avance pour que j'ai le temps de faire la correction. Mais voilà, donc n'hésitez pas vraiment, pour ceux qui sont intéressés, qui se disent « Ah ouais, c'est super que vous faites des corrections comme ça, des exercices qu'on vous envoie. » Oui, mais essayez de me prévenir quand même au moins 3-4 jours à l'avance, quoi. Ok? Bon. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon courage. Révisez bien ça si vous êtes en introduction à la microéconomie du producteur. C'est fondamental. Vous allez voir toutes les propriétés que je vous ai données, là, vraiment, vous allez... Les formules, coût moyen, coût marginal, gardez-les en tête. Apprenez-les déjà maintenant par cœur. Vous allez en avoir besoin par la suite. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Hein, et bon courage à tous.